Bonjour Marc, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Et toi-même, Romain? Super, super. Écoute, il fait beau, l'ouragan est fini, il est passé, pas loin de Miami, mais suffisamment loin pour malheureusement, heureusement éviter Miami, mais ne pas épargner la côte ouest. Et Oui, Dieu merci. voilà, après l'ouragan vient l'anticyclone, donc voilà, par définition, il fait beau. Bon, Il je fait suis très ravi de te agréable. voir que ça va mieux chez vous. Puis Ouais. comme tu vois, chez moi, tout va bien. Alors justement, avant de te demander quelle est cette photo, je rappelle que tu es agent immobilier à Los Angeles, que tu travailles pour Sotheby's, qui est une marque de prestige dans l'immobilier et autre chose. Euh, Parle-nous juste en 2, 3 minutes de qui tu es, combien de temps, depuis combien de temps tu es à Los Angeles, etc. Ah bah, écoute, alors un petit résumé rapide. Je suis arrivé à Los Angeles en l'automne 84. Je suis venu ici pour 2 semaines et j'y suis toujours. Euh, Donc Pendant ça, toutes ces années, j'ai eu plusieurs professions. J'étais dans la mode pendant très longtemps et il y a presque 8 ans, j'ai changé de profession pour devenir agent immobilier, donc chez Sotheby's. Et je suis spécialisé à Los Angeles sur ce qu'on appelle le West Side, le West de la 405, 405 étant une freeway qui coupe un peu la ville en deux. Mais je suis un peu partout car tu vois ce listing que tu vois sur le background, cette photo, je viens juste le launch il y a 2 jours et ça, c'est dans un endroit qui s'appelle Sunset Plaza. C'est juste avant que Sunset Boulevard devienne résidentiel, devient Beverly Hills. Tu vois, donc on est à côté d'un endroit qui s'appelle les Bird Street, qui est très connu dans l'immobilier. Tu as un show qui s'appelle Million Dollar Listing qui se passe dans ce coin. Enfin voilà. Donc grosso modo, je suis donc agent immobilier et je suis là pour répondre à toutes tes questions. Vas-y Romain. et c'est parce que tu travaillais dans la mode avant que tu as choisi Sotheby's? Pourquoi avoir choisi Sotheby's? Euh, Tu sais, c'était mon dernier move de carrière. J'étais donc prudent, il fallait que je change de carrière. Et j'ai pris mon temps et j'ai interviewé toutes les compagnies. Les grosses compagnies étant Coldwell Banker, Berkshire Hathaway, Keller Williams, The Agency. Oh là là, tu sais, il y a Hilton and Island. Tu as plein de compagnies qui sont très Bien fortes à sûr. Los Angeles. Et toutes sont gérées d'ailleurs de manière différente. Donc j'ai fait mon boulot et la dernière c'était Sotheby's et je vais te dire le jour où j'ai fait l'interview avec les principaux de la société, je savais que c'est là où j'allais mettre ma licence. Hmm. Et c'était pas pour la marque à l'époque, c'était vraiment j'ai réalisé plus tard que la marque était très importante, mais c'était plutôt l'énergie des gens avec qui j'allais m'associer. D'accord. Parce qu'en plus de l'énergie de la marque, alors, de l'énergie des personnes dont tu as parlé, du rapport humain que tu as eu, l'énergie de la marque est exceptionnelle. En plus, voilà, donc c'était un très bon choix car Mm. c'est une marque qui facilite justement mes affaires aujourd'hui. Comme tu vas voir ce listing qui est absolument magnifique, c'est ce qu'on appelle le produit de luxe. Je ne fais pas seulement le produit de luxe, hein. Moi, j'ai fait des petits appartements à 200 000 euros, des trucs à Ball Heights, c'est à l'est de la ville, dans des quartiers très latinos. Tu vois, je veux dire, on vend de tout à Sotheby. Oui, et puis surtout, tu vends ce que les acheteurs souhaitent acheter. Exactement, je suis là pour aider les gens. Moi, je suis là Mm. pour tenir la main des acheteurs. Je ne peux pas vraiment comparer comment les agents immobiliers travaillent en France, ne l'ayant jamais fait, mais je peux te Mm. dire qu'ici, c'est une profession qui est très régularisée, qui est très qualifiée. Tu dois passer une licence qui est remise en question tous les 4 ans. À l'époque, oh là là, ça m'a cassé la tête, parce que tu dois faire 3 cours universitaires ayant à faire avec le droit, les finances, l'immobilier, pour passer ce fameux test qui donc tu dois refaire tous les ans. Et puis aussi vis-à-vis de ta société, tu as sans arrêt comment dit-on, tu sais, je parle une sorte de Des, franglais depuis le temps que je suis ici. des obligations, Oh, euh, euh, des, des non, non, tu formations, sais, des tu formations. continues, Ah l'éducation oui, continue, des tu es sans formations, arrêt. C'est vraiment un métier, formations je veux dire, qui continues. n'est pas, c'est pas statique mon métier, c'est un Ouais. métier qui vit, qui change et tu dois le suivre. Et ce que tu Mon disais, c'est industrie. que ton métier commercialement, c'est d'accompagner tes clients, c'est-à-dire que de les aider à faire les bons choix. C'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, c'est vraiment. ah, Je sais qu'en France, je me souviens, c'est vraiment un truc, tu peux même le faire tout seul. Tu décides d'acheter une maison, tu vas voir ton voisin, tu peux faire à la limite un deal en serrant une bonne poignée de main. Ici, c'est impossible. Tu dois vraiment être accompagné. Soit tu es un vendeur, soit tu es un acheteur. Dans les deux cas, l'agent immobilier est indispensable. Tu peux nous dire pourquoi d'ailleurs?
La liste est longue. Nous avons le temps. Rapidement, les 3 points Bon, majeurs. professionnellement, parce que la manière dont les transactions sont gérées, c'est une documentation énorme. À la fin de la journée, une fois que tu as fini ton deal, tu vas te retrouver avec un botin mondain de paperasse où tu auras signé tous ces papiers. Et donc, il faut les comprendre, il faut les connaître, il faut les expliquer, il faut savoir ce que tu signes. Ouais. Au milieu d'une transaction entre l'acheteur et le vendeur, il y a une compagnie qui s'appelle l'escroc. E-S-C-R-O-W. L'escroc, je crois que c'est l'équivalent de votre notaire. C'est donc la compagnie unilatérale qui va représenter les deux parties, suivant les instructions de l'acheteur et du vendeur. Et c'est eux qui gèrent toute la fonction technique, si tu veux. Nous, on est vraiment là donc pour d'abord trouver le produit, bien sûr, mais aussi assurer à notre acheteur que le produit vaut le coup de l'acheter, que c'est le bon prix, que techniquement, il n'y a pas de problème avec la maison. Nous faisons ce qu'on appelle des inspections techniques, on fait venir des tas de gens. Aujourd'hui, je suis représenté un acheteur. On fait, le premier truc qu'on fait, c'est le home inspection. Donc, c'est un gars qui a tous les corps de métier, il va venir, il va regarder ce qui se passe, il va faire son rapport. Le Et à toit, ce la moment-là, climatisation, l'électricité, l'eau, etc. exactement. Ouais. Et là, il va te donner des petits drapeaux rouges sur des trucs peut-être un peu plus complexes sur lesquels il ne veut pas porter un jugement. Il va te dire, je vous recommande d'aller voir encore un autre inspecteur. Ça va être l'inspecteur de l'électricité, du sewer, c'est tout à La l'égout. fosse éthique, ouais. Tu sais, la piscine, le toit, les termites, etc., etc. Et là, on a un cas où j'ai fait venir justement tout le monde parce que la maison est magnifique à l'intérieur et tu vas derrière les murs, c'est une horreur. Ouais. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un flip dans ce cas-là. C'est des gens qui achètent des maisons pas chères, ils refont tout, mais ils sont là pour faire de l'argent. Donc là, ils peuvent économiser. Ils ne le font pas. Donc je suis là justement pour présenter. Mes clients étaient persuadés que tout était bien. Je vais dire non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une deuxième négociation. On est déjà en escroc, on est en contrat, on fait notre boulot. Et là, paf, on va revoir le vendeur et dire, cher monsieur, soit vous nous réparez ça, vous nous donnez l'argent pour qu'on puisse le faire. Ça s'appelle le request for repair. Je ne sais pas si vous faites ça en France, mais ici, c'est très commun. C'est donc toujours la deuxième négociation. C'est là où on se bat, on discute le prix du beefsteak, quoi, tu vois. Ça devient très marchand de tapis après coup. C'est assez intéressant. L'histoire que tu nous racontes n'est absolument pas celle de la maison dans laquelle que tu nous présentes derrière Non, toi. On est bien d'accord. non, cette maison que J'ai tu vu vois les là, elle photos. est… J'ai vu les photos que tu m'as envoyées gentiment. J'ai vu les photos à l'intérieur. C'est dingue. Cette maison est complètement dingue. Alors, c'est la vue de Los Angeles, j'imagine, derrière. Alors là, on voit, malheureusement, pas de bol, on a fait ce photoshoot, il y avait beaucoup de marine layers, c'est un air marin assez brumeux qui est arrivé sur la ville. Alors, je suis sur cette oreille que vous voyez là, je suis vers l'ouest, c'est à Santa Monica, OK? Et de l'autre, cette oreille-là, c'est Downtown LA. Donc, derrière moi, à vrai dire, il y a Downtown, mais c'est dans le brouillard, on ne le voit pas. Derrière la statue qui s'appelle la Reine des Anges. Voilà, c'est bien approprié car la propriété s'appelle le Château des Anges. Ouais, effectivement. Et écoute, on mettra avec la vidéo le lien que tu m'as envoyé de ce listing qui est Ah, très bien, merci. au moins pour le plaisir des yeux, si on n'a pas forcément les moyens dans le portefeuille de se l'offrir, c'est juste absolument incroyable. Une maison complètement unique. Voilà. Mais en même temps, tu as des listings qui sont, comme tu le disais, beaucoup plus modestes, entre guillemets, et très prestigieux parfois. Oui, récemment, j'ai vendu deux studios back-to-back, enfin des studios des one bedrooms, donc c'est des petites unités qui ne sont pas très grandes, qui font du 40-50 mètres carrés à Santa Monica à des prix très approchables. Je dis, je fais les locations, je fais tout. Alors, alors justement, le marché immobilier en ce moment, parlons pas du marché du locatif pour l'instant, mais le marché achat-vente, les transactions, comment ça se passe à Los Angeles? Quel est l'état du marché? Écoute, tu sais, on entend, quand on parle de l'immobilier, il faut vraiment savoir que chaque endroit a son propre marché. Tu vois? Donc, Ouais, dans c'est un l'ensemble, on sait écosystème. qu'aujourd'hui, les choses ont freiné un peu. C'est global, c'est à un niveau donc, national. Les taux d'intérêt ont remonté sérieusement. Les Fed n'ont pas arrêté de pousser de 3/4 de point presque tous les mois et demi, 2 mois. Donc, ça a figé. On est passé à des taux d'intérêt, grosso modo, de 2,5. Nous sommes à presque 6,5, 7%, si ce n'est pas plus. Honnêtement, ça change tous les jours. Mais donc, ce n'est plus la même chose pour un achat. Donc, des gens qui avaient ce qu'on appelle le down payment, le dépôt pour faire un achat conventionnel,
Dans le jumbo business, jumbo c'est au-dessus du $1 000 000, c'est 20% down et le reste on le finance. Alors c'est cash bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle les FHA loans. Les FHA loans, ce sont des loans pour des gens qui, pardon, c'est pour acheter des maisons jusqu'à presque 900 000 $. Les prix aussi changent. Donc il y a un top. Mais là, vous pouvez emprunter aussi à des bons taux, mais surtout, vous mettez beaucoup moins dedans. C'est 3% de la valeur de la maison qui est mis en dépôt. Donc, l'acheteur a moins d'exposition. La banque en a plus, mais c'est aussi un autre moyen d'acheter. Par exemple, un petit appartement de 500, 600, 700, 800 000 $, vous y allez avec 3% au lieu de 20%. Ça a changé parce que maintenant, comme les taux d'intérêt, on peut ainsi dire doubler ou tripler, ça fait des mensualités un peu plus. Donc, ce qu'on appelle la gamme qui est en dessous du 1,5 million, du 2 millions, on a vu un changement, mais au-dessus, on n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours très peu d'inventaire. Ça dure depuis des années et des années. À Los Angeles, l'inventaire est très faible. Donc, ça crée inévitablement une pression, car les besoins des gens de s'agrandir, ils ont un enfant en plus, ils ont besoin d'une pièce en plus, ils sont obligés de bouger, ils sont obligés de vendre pour acheter. Donc, il y a une mobilité où les gens changent de boulot. Donc, il y aura toujours du changement, mais on ne voit pas encore de réduction de prix et on voit toujours ce qu'on appelle des multiple offers, c'est-à-dire plusieurs parties intéressées qui vont là, qui vont faire monter donc les prix, car ils se battent entre eux justement pour avoir la maison de leur rêve. D'où l'intérêt d'avoir un agent et qui sait dire stop à ses clients en disant là, c'est Voilà, trop nous cher. sommes là pour aider dans les négociations exactement à 100%. C'est notre métier. Et je dois dire que je ne savais pas que quand j'étais dans l'industrie du textile et de la mode, à quel point ça allait m'aider dans ce que je fais aujourd'hui. Je me rappelle mes En souvenirs où quoi? on devait faire les achats de tissus, où tu dois tout négocier, où je veux dire le centime est important dans le coût de fabrication. C'était une école, j'ai pas réalisé à quel point ça me servirait aujourd'hui quand je dois faire la même chose, à négocier avec mon opposé, donc le représentant du vendeur. Et je trouve ça très sympathique et c'est très satisfaisant d'avoir un bon deal. Oui, tout à fait. C'est satisfaisant aussi pour tes clients, évidemment. Exactement. Et le marché locatif est comment à Los Angeles en ce moment? Le marché locatif est aussi, on n'est toujours pas sorti de Covid. On a toujours la ville impose sur les propriétaires dans les appartements, il y a toujours une restriction, ce qui fait que si les gens ne sont... Je réponds un peu à cette question à l'envers. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'encore une fois, on n'a pas assez de produits. Et on pourrait en avoir plus s'il n'y avait plus cette restriction qui permet aux propriétaires de faire bouger leur inventaire, que les gens qui ne payent pas le tarif normal ou qui ont arrêté de payer leur loyer peuvent être mis à la porte, qui aujourd'hui, à cause de cette protection du Covid, ne peuvent toujours pas faire. Et ça, c'est étendu jusqu'au printemps de l'année prochaine. Maintenant, c'est un marché très fort. Je veux dire, on a des prix. J'ai un ami qui me demandait qu'est-ce que coûte c'était très spécifique à Redondo. Redondo, c'est une communauté dans le South Bay, c'est au sud de l'aéroport. Il me demandait sur un appartement qui faisait 100 mètres carrés, de 3 pièces et 2 salles de bain. Et je lui ai fait une petite analyse rapide. J'ai regardé le marché, c'était entre 4 500 et 5 000 $. Oui. Donc, ce n'est pas donné. Santa Monica, suivant les communautés, il y a des endroits qui sont vraiment assez accessibles, je trouve. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Dans l'immobilier, location, location, location. Tu payes pour là où tu es. La location au sens américain, c'est-à-dire emplacement, emplacement, emplacement. Pardon, emplacement, emplacement. Voilà. Merci de me C'est corriger. location, location, location. There you go. Tout à fait. Alors justement, pour parler de location, quels sont les quartiers dans lesquels tu travailles le plus et quels sont ceux qui sont, parce que là on parle des francophones, qui sont les plus fréquentés, les plus habités par des francophones? Alors, mon expérience depuis que je suis arrivé ici, la magie, c'est toujours Hollywood. Moi, je me souviens, j'ai débarqué, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit appart sous le cygne. Et quand je disais à mes copains, j'habite sous le cygne, comment tu es sous le cygne? C'est comme si j'étais, je sais pas, moi, j'avais touché de l'auto, quoi. Tout le monde voulait venir me voir. Bon, mais enfin, bref, les quartiers sympas. Hollywood, bien sûr, ça a beaucoup d'histoire, c'est très populaire. Beverly Hills, bien entendu. Et sur le West Side, Santa Monica, Venice, tous ces quartiers-là, très chauds pour les Français. C'est des quartiers, on arrive, tout de suite, on se sent bien, on veut être là.
Maintenant, il y a des tas d'autres régions qui sont bien. Il y a aussi un truc qui est important qu'il faut savoir, c'est quand les gens viennent ici, surtout s'ils veulent s'installer avec leur famille, ce sont les districts écoliers, les school districts. Les school districts amènent une valeur ajoutée à tous ces quartiers. Parce que s'ils sont bons, tout le monde va être dedans, donc ça fait élever le coût de l'achat, de la location. Par exemple, Santa Monica. Santa Monica, c'est son propre school district qui s'appelle le Malibu Santa Monica Unified School District. Donc, ça va de Malibu, Santa Monica. Et on a le droit même, enfin, les écoles sont obligées de prendre nos enfants. Si on habite dans le quartier. Exactement. Voilà. Tu vois? Et donc, quand c'est l'école élémentaire, le middle school et le high school, tout ça, c'est très, très bien géré. Le South Bay, c'est top du top. Le South Bay, c'est quoi? C'est donc Manhattan Beach, Hermosa Beach, Redondo Beach. Très bon school district. Et ça, ils ont leur propre système. Alors que le reste de la ville, c'est LA Unified. C'est le plus gros school district en Amérique. Ils ont un budget de 5 milliards de dollars. Et là, les écoles sont très, très mélangées. Donc, mais l'avantage, c'est que quand tu vas sur l'Internet, tu peux voir justement le rating. Donc, sachant que A, c'est le meilleur, B, ça commence à baisser. Si tu ne veux pas être dans les C, tu vois. Tu veux vraiment que ton enfant est le meilleur. Donc, ces quartiers dont je te parle, sauf Hollywood. Hollywood, c'est un peu plus marginal, mais Beverly Hills, le West Side, Santa Monica, pas Venice. Venice, c'est aussi sa propre school district qui n'est pas très, très bien noté. Mais tout ça, ça change, ça évolue. Tu vois, j'ai commencé il y a 8 ans, Redondo, ce n'était pas terrible. Maintenant, c'est formidable. Tu vois, donc, les quartiers évoluent. Il y a toujours une pression démographique. Quand les parents s'installent dans un endroit, ils s'impliquent. Ils ont leur mot à dire dans les écoles. Et ils poussent les écoles à s'améliorer, à avoir des meilleurs professeurs, à rénover leur building, etc. etc. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a quelques mois, le superintendant de Miami-Dade, le superintendant qui est le recteur de l'académie de Miami-Dade, pour le dire en français, est venu à Los Angeles pour reprendre justement je crois, le district de Los Angeles. Il a été chassé au sens du recrutement. Il était recruté par Los Angeles pour venir donner un coup de main. Eh ben, tu vois, c'est des nouvelles qui m'ont échappé, mais tu vois, j'espère que… C'est un type que je connais, qui est brillantissime, qui, je pense, va faire un super boulot à Los Angeles. C'est évident. Voilà. Ah ben ça, je suis ravi, parce qu'ils ont besoin de faire surtout des gens qualifiés. Ouais. Trop souvent, tu sais, au niveau public, ici, les gens qui sont votés, qui sont mis en place, n'ont pas toujours les bons critères. Et c'est triste. Et à long cours, tu en payes toujours les pots cassés. Ça se dit, ça en français? Oui, oui. Au long cours, au long terme, on paye toujours les pots cassés. Oui, oui. Ok, d'accord, bon. Non, mais ne t'embête pas, parce que c'est quand même assez rassurant que tu perdes ton français au profit de l'américain, parce que c'est quand même dans cette langue que tu es censé négocier, que tu es censé discuter avec les propriétaires, les locataires, etc. Exactement. Ouais. Et oui, j'ai fait ma vie avec ici. J'ai fait 38 ans sur la côte est, la côte ouest, mais j'ai fait 4 ans sur la côte est avant. Je suis venu aux États-Unis en 1976, j'avais 18 ans. Ok. Et tu as une… ça n'a aucun rapport avec l'immobilier, mais je crois que tu as une passion assez sympa que tu pratiques la nuit, c'est ça? Ah, dis donc, toi, tu oublies rien. On te raconte des histoires, hein. Faut vraiment tu… Alors oui, un de mes hobbies, j'en ai quelques-uns, mais celui-là, c'est mon favori, c'est la plongée de nuit pour chasser les langoustes. Il ne faut pas oublier quand même, nous sommes sur la mer ici à Los Angeles. Et tu sais comment je le sais? Parce qu'un de tes clients m'a dit que tu lui as offert une langouste. Ah ben voilà, ça fait partie des deals. Donc, pendant la saison des langoustes, qui est du mois de septembre-octobre jusqu'au mois mars-avril, ça change suivant les années. Donc, vous allez me retrouver souvent dans mon petit costume en caoutchouc, là, à faire mes plongées, à ramasser les langoustes. Et le lendemain, pour les chanceux, je leur offre, voilà, langouste du jour. Et c'est les clients, les copains, tout le monde en profite. Ok. Un dernier mot, Marc. C'était un plaisir de discuter avec toi. Pour quelle raison pourrait-on te contacter? Quelle bonne raison? J'en parlais un petit peu au début. Si vous avez besoin d'un agent, si vous voulez faire un investissement immobilier à Los Angeles, il est indispensable que vous le fassiez avec un agent, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a d'autres agents français à Los Angeles et il y a des tas d'agents aussi américains. Nous sommes tous très capables. Mais c'est vraiment, surtout ne faites pas de seul. Vous n'avez pas idée le nombre de fois que j'ai vu des gens arriver ici qui ont essayé de faire leur affaire quote unquote à la française, sachant qu'en France c'est faisable, pour ensuite être déçus, avoir des
des fallbacks, des répercussions vraiment contraires à ce qu'ils auraient pu espérer. Et nous, on arrive au dernier moment pour essayer de récupérer justement, tiens, les fameux pots cassés, et pour que le deal se passe ou ne se passe pas. Mais vraiment, c'est indispensable. Donc, s'il vous plaît, mon audience, n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est vraiment le message le plus important que je peux vous donner aujourd'hui. Ne faites pas cette démarche seule. Ouais, ça c'est certain, surtout que tu évoques des histoires compliquées sans agent, alors qu'avec un agent, ça se passe toujours bien. Voilà. Exactement. On est là Voilà. pour ça. On est là pour s'occuper de tous les problèmes. Et alors, si je souhaite acheter à Los Angeles et que je t'appelle, combien ça me coûte? Zéro. Voilà. Ici, aux États-Unis, c'est le vendeur qui paye les commissions aux agents. L'agent de l'acheteur, l'agent du vendeur. C'est l'agent du vendeur qui va négocier cette commission avec le vendeur. Et c'est affiché. Un petit détail aussi, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir que les maisons, vous voyez leur adresse, c'est pas comme en France, parce que je sais que je cherche des produits en France. Vous savez qui sont les agents qui l'ont. Alors faites attention parce qu'il y a des sites comme Zillow, Redfin, où les agents payent pour faire mettre leur nom dessus. Bien Mais si sûr. vous allez bien en bas du listing, vous allez voir quel est le vrai agent qui a le listing. C'est cette personne-là qu'il faut contacter. Et aussi, ne pensez pas qu'en contactant directement l'agent du vendeur et faire un deal avec lui, vous êtes représenté. Parce que lui, son boulot, c'est de représenter le vendeur avant tout. Donc, il ne va pas vraiment pouvoir négocier contre lui-même, on est d'accord. Ouais. Et puis, il ne va Donc, les pas gens forcément pensent, être à l'aise en même temps. Il préfère voilà, moi traiter avec… souvent ouais. on me demande de faire ça et en général je leur dis attendez, si ça ne vous dérange pas, je vais vous recommander un de mes collègues ou quelqu'un d'autre qui va très bien vous aider. Mm. Sauf si le deal est très clean, tout le monde est d'accord à tout, mais ça arrive rarement, tout le monde veut quelque chose. Il Bien y en a sûr. qui veut plus, il y en a qui veut moins. Comment vous arrivez à cette balance si je suis moi à me raconter ces histoires, ça ne marche pas. Donc, encore une fois, le négociateur est là pour vous représenter et ça ne vous coûte rien. Il sera payé à la fin du contrat. Et si je veux louer, que je t'appelle à Los Angeles, combien ça me Pardon? coûte? Si je veux Pareil, louer, je suis là, écoutez, je suis là pour vous aider encore une fois. mais combien ça me C'est coûte? mon Combien ça me métier. coûte? Ça ne coûte rien au nouveau. Ouais. Tu as peut-être bien posé des questions dures, hein? Ça ne coûte rien. L'agent immobilier, Romain, je crois qu'on devrait être plutôt un titre concierge immobilier. On est vraiment des concierges, on est plein d'informations, on est plein de ressources et on est là vraiment pour les partager avec vous. Et tu travailles d'ailleurs avec de nombreux professionnels quand il y a un besoin d'un entrepreneur, j'imagine, un besoin de plomberie, un besoin de banque, de prêt. Tous, au niveau financier, tout ça, j'ai des tas de contacts à vous recommander, des gens qui sont qualifiés, j'ai toujours travaillé avec eux, je sais qui ils sont. C'est un métier relationnel. C'est effectivement transactionnel, mais en règle générale, je veux dire, moi j'adore ce métier parce que je me fais des nouveaux copains à chaque fois. Mm. J'amène assez d'énergie dedans pour que ces gens, ils aiment m'accompagner. À la fin, on se retrouve amis, ce qui est vraiment très, très enrichissant. À déguster une Mais langouste. c'est ça, donc je travaille avec des tas de gens. Mon plombier, dans cette maison, j'ai un gars qui m'a fait tous les planchers, j'ai un gars qui m'a fait mon marbre, j'ai une équipe qui faisait les échafaudages, une équipe qui faisait les peintures, tout, l'air conditionné. Tout le monde est venu dans cette maison. À un moment, je crois que j'avais de 30 à 40 personnes à la fois. Mm. C'était ce qu'on appelle une beehive, une ruche d'activité pour l'amener sur le marché. Alors, dernier cas de figure, je suis déjà propriétaire à Los Angeles euh, et je me demande si c'est une bonne idée d'appeler Marc de Longeville, pour vendre mon bien, sachant que Marc de Longeville est chez Sotheby's. Eh bien, écoutez, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle, cette démarche s'appelle un listing presentation. Donc, tu as ta maison, tu veux la vendre, tu m'appelles. Je te recommanderais toujours, ne m'appelle pas parce que toi et moi, nous sommes copains. Bien sûr. Appelle-moi parce que j'ai les qualifications et je te recommande de faire un interview avec deux autres personnes, que ce soit dans ma société ou une autre société. Mais fais ton boulot, OK? Renseigne-toi. On travaille tous un peu de manière différente. Notre marketing sera toujours différent, même au sein de la même société. On a nos approches. C'est un métier de trust, de confiance. Et la confiance, ce n'est pas un truc à 50%. Soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Tu ne peux pas me dire, ah, je te fais à peu près confiance. Non, 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 non. Tu vas me donner un produit qui est, pour la plupart des gens, l'investissement le plus important de leur vie. C'est là où ils ont tout leur capital. Donc, moi, je suis là vraiment pour comment dit-on, pour créer
quand on me demande de venir, je suis très straightforward. Je ne vais pas te dire, ah, ta maison, elle vaut 10 et elle vaut 5. Beaucoup de gens font ça pour avoir le listing et après pour dire à leurs clients, vous savez, il faut vraiment qu'on mette le Elle prix. devient invendable. Voilà. Moi, j'arrive, I say it the way it is. Si ça ne vous fait pas plaisir, c'est dommage, mais j'ai qu'une chose pour moi dans ce métier, c'est ma réputation. C'est comme un restaurant. Chaque plat dans un restaurant qui met devant vous, leur réputation sur chaque assiette est mise en cours. On est d'accord? Eh bien, c'est pareil pour moi. À chaque deal, ma réputation est mise en cours. Et c'est pour ça qu'on se donne beaucoup de mal, mais aussi on amène beaucoup de vérité dans notre transaction. Merci beaucoup, Marc. Évidemment, dans la vidéo que nous allons poster, nous allons mettre tous les liens pour te contacter. Nous allons mettre le listing de la magnifique maison et je vais te laisser 1 minute pour nous parler de cette maison et pour pousser nos auditeurs à cliquer sur le lien et visiter cette maison extraordinaire et au moins en voir les photos. Tu peux nous en parler un peu quand même? Écoute, si c'est moi qui vais parler, j'imagine que tu vas mettre en voice-over, tu vas mettre des photos sur lesquelles je parle Exactement. dessus. Mais cette maison, c'est assez intéressant. Elle a été construite sur une propriété qui avait été développée par Howard Hughes. Tu vois qui c'est Howard Hughes? C'est celui qui avait fait cet énorme avion. C'était un financier extraordinaire, un homme qui a tout fait. La propriété qui est juste en dessous de nous, sur ma gauche, enfin peu importe, c'est là où Marilyn Monroe a commencé sa carrière, commençait à faire ses premiers photoshoots. Donc il y a beaucoup d'histoires. Wow. Donc cette petite maison qui faisait, je sais pas, enfin petite, qui faisait à l'époque 300 mètres carrés, maintenant on fait plus de 1000. Elle est sur un terrain qui en fait 3500 et c'est sur un promontoire. Elle a été construite sur des pylônes ancrés dans la montagne, c'est-à-dire que pendant le earthquake de Northridge en 1994, rien n'a bougé dans la maison. Cette maison a 5 chambres, 8 salles de bain, salle de bal, les chandeliers de la salle de bal, ce qu'on appelle ici the Great Room, ont été faits par la même usine qui existe encore, enfin c'est ce qu'on m'a dit, qui a fait les chandeliers de Versailles. Donc c'est pour te donner un peu une idée du coût de la maison. Des planchers faits en bois de walnut. Le walnut, c'est les noix, un noyer. Un noyer, oui. Un noyer, et c'est fait dans une formule ici, on appelle ça le parquet, c'est-à-dire c'est des bois qui se croisent de manière géométrique, c'est magnifique. Les artisans qui ont fait cette maison à l'époque, elle a été construite de 88 à 92, sont venus un peu du monde entier. C'est une maison donc très versaillesque, qui a un goût très particulier, mais très, très impressionnant. Que te dire d'autre sur cette maison? On l'a nommé donc le Château des Anges parce qu'on voit de Dodger Stadium de downtown jusqu'à Santa Monica, donc une vue extraordinaire. Et un jour clair, on voit jusqu'à Long Beach devant nous. Donc, c'est vraiment une location extraordinaire. Et c'est juste au-dessus de Sunset Boulevard, donc très accessible. Tu n'as pas besoin de monter très, très haut pour avoir cette vue. C'est à 2 minutes de Sunset où il y a un très bon petit restaurant français qui s'appelle Le Petit Four. Bonne recommandation. Voilà. Merci, Marc. Je te souhaite une très, très bonne journée. Tu as 3 heures de moins que moi, donc je suis en avance sur toi. Profite bien de ta journée. Merci beaucoup pour ton temps. C'était passionnant de t'écouter et de passer du temps avec toi. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Romain, de m'avoir invité à cette retrouvaille et à tes bonnes questions. J'espère que j'aurai répondu. Parfaitement. Et que sinon, je vous amène à ton audience beaucoup d'informations. Mais si vous avez d'autres questions exactement, vous m'envoyez un email. J'ai un petit guide de l'acheteur que j'ai fait en français. Il faudrait que je partage ça avec toi. Tu pourras partager avec tes clients parce que ça va aider. La formule, comment ça se passe. Envoie-le, on va le mettre en lien. Tout à fait. Génial. Très bien. OK, Romain. Eh bien, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao.